Je m'appelle Naomi Richardson. J'ai 35 ans et je suis organisatrice d'événements d'entreprise à Atlanta, en Géorgie. Et je dois vous raconter le jour qui était censé être le plus beau jour de ma vie, le jour où j'ai épousé l'homme que je pensais aimer, l'homme dont je pensais qu'il m'aimait en retour. Mais au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai regardé mon tout nouveau mari tenter de m'assassiner lors de notre propre réception de mariage. À notre mariage, j'ai vu mon mari verser quelque chose dans mon champagne quand personne ne regardait. J'ai échangé nos verres. Lorsqu'il a porté le toast et a bu, j'ai souri et murmuré les mots qui ont rendu son visage blanc de terreur. Ce que j'ai découvert cette nuit-là allait exposer un plan si diabolique, si calculé, si de sang-froid que même maintenant, 2 ans plus tard, je me réveille encore au milieu de la nuit avec le cœur battant à tout rompre. Ce souvenir du moment où j'ai réalisé que l'homme debout à côté de moi en smoking, l'homme qui venait de promettre de m'aimer et de me chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, avait déjà décidé exactement du moment où cette mort surviendrait. Et il l'avait planifié à la minute près. Avant de poursuivre cette histoire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Et je le pense vraiment, commentez ci-dessous l'endroit d'où vous regardez, car j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. J'ai besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui comprennent ce que c'est que de voir toute sa réalité s'effondrer en un seul instant. Parce que ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, sur la confiance, sur l'homme avec qui j'avais passé 4 ans de ma vie. Laissez-moi vous ramener au début, car vous devez comprendre qui j'étais avant ce jour-là. J'ai rencontré Derek Thompson 4 ans avant notre mariage. J'avais 31 ans, il en avait 33, et nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité que j'avais organisé pour une grande entreprise technologique à Atlanta. Il était là pour représenter son cabinet d'assurance, très élégant dans son costume bleu marine, et il avait ce sourire qui illuminait la pièce. Nous avons discuté pendant des heures cette nuit-là. Il m'a parlé de son travail de courtier en assurance, de son rêve de fonder sa propre agence un jour, et du fait qu'il avait grandi à Savannah avant de s'installer à Atlanta pour de meilleures opportunités. Il semblait ambitieux, déterminé, gentil. Il s'est renseigné sur mon travail, a vraiment écouté quand je parlais des défis de l'organisation d'événements, et se souvenait des détails de nos conversations. Il semblait parfait. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Et je parle d'une véritable cour, vous savez, des dîners où nous discutions vraiment, des week-ends à la montagne, la rencontre de nos familles respectives. Ses parents semblaient adorables. Sa mère m'a serré dans ses bras la première fois que nous nous sommes rencontrés et m'a dit qu'elle était si heureuse que Derek ait trouvé quelqu'un qui le faisait sourire ainsi. Mes parents l'adoraient. Mon père, qui est l'homme le plus sceptique que j'ai jamais connu, m'a prise à part après le premier dîner de famille et m'a dit, « Naomi, je pense que celui-là est le bon. » Mon jeune frère, Jérôme, qui avait détesté tous les hommes avec qui j'étais sorti, a même invité Derek à jouer au basket avec ses amis. Tout le monde aimait Derek. J'aimais Derek, ou du moins j'aimais celui que je pensais qu'il était. Il m'a demandé en mariage sur une plage de Charleston lors d'une escapade d'un week-end. Il s'est mis à genoux au coucher du soleil avec une magnifique bague vintage qui, selon lui, appartenait à sa grand-mère. J'ai dit oui sans même y réfléchir. J'étais si heureuse, si stupidement, aveuglément heureuse. Nous avons fixé la date pour 18 mois plus tard car je voulais avoir le temps d'organiser le mariage parfait. Et en tant qu'organisatrice d'événements, j'avais des idées très précises sur ce que signifiait parfait. J'ai passé ces 18 mois à concevoir chaque détail. Le lieu était ce magnifique manoir historique avec des jardins qui ressemblaient à quelque chose sorti d'un conte de fées. Les fleurs, des roses blanches et des pivoines, par milliers. La nourriture, un repas de 5 services préparé par le meilleur traiteur d'Atlanta. La robe. Oh mon Dieu, ma robe. J'ai mis 6 mois à trouver la robe parfaite, une Vera Wang en dentelle ajustée avec une traîne cathédrale qu'il fallait 3 personnes pour manipuler. Je ressemblais à une princesse. Je me sentais comme une princesse. Je n'avais aucune idée que j'étais en train d'organiser mes propres funérailles. Le matin du mariage, je me suis réveillé à 5 heures du matin dans la suite nuptiale sur le lieu de réception. Mes demoiselles d'honneur étaient déjà là, ma meilleure amie Jasmine, ma cousine Tiana et ma colocataire d'université Lorraine. Nous avons bu des mimosas et fait notre maquillage et nos cheveux. Le coiffeur a passé 2 heures sur mon chignon, y tissant ses minuscules fleurs blanches assorties à mon bouquet. La maquilleuse a rendu ma peau absolument impeccable. Je me souviens m'être regardé dans le miroir en peignoir, les cheveux coiffés et le maquillage parfait, en pensant, c'est ça.
C'est le moment vers lequel tout dans ma vie a mené. J'étais radieuse. J'étais rayonnante. J'étais tellement incroyablement naïve. La cérémonie était à 16 heures. J'ai remonté l'allée au bras de mon père et Derek se tenait à l'autel en pleurant. Il versait réellement des larmes de joie. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, je sais que c'était probablement des larmes de culpabilité, ou peut-être juste les larmes d'une performance digne des Oscars. La cérémonie était magnifique, parfaite même. Nous avons prononcé nos vœux, les vœux traditionnels, ceux où il promettait de m'aimer et de m'honorer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant ces mots. Sa voix n'a même pas tremblé. Je me demande maintenant s'il pensait à la petite fiole dans sa poche tout le temps, s'il comptait déjà les heures jusqu'à ce que je sois morte et qu'il soit libre. La réception a commencé à 18 heures avec le cocktail dans les jardins. Pendant que le personnel transformait l'espace de cérémonie en salle à manger, je flottais sur un nuage, accueillant les invités et prenant 1 million de photos avec ma famille et mes amis. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point j'étais belle, à quel point tout était parfait et quelle chance Derek et moi avions de nous être trouvés. Je les ai crus. Que Dieu me vienne en aide, j'ai cru chaque mot. Nous avons fait notre entrée solennelle dans la réception à 19 heures. Notre première danse s'est faite sur Atlas d'Etta James. Derek me tenait serré et me chuchotait à l'oreille qu'il m'aimait plus que tout au monde. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là que j'étais la femme la plus chanceuse au monde. Le dîner a été servi. Les gens ont adoré la nourriture. Tout se passait exactement selon mon plan, le plan que j'avais passé 18 mois à perfectionner. Mais Derek avait son propre plan, et le sien était en mouvement depuis des mois sans que je ne sache absolument rien. C'est vers 20h30 que c'est arrivé. Nous avions fini de dîner et c'était presque l'heure des toasts. Dans le programme du mariage que j'avais créé, les toasts étaient prévus pour 20h45. Ma demoiselle d'honneur, Jasmine, devait passer en premier, puis le témoin de Derek, Cameron. Ensuite, Derek lui-même porterait un toast pour remercier tout le monde d'être venu. J'avais insisté pour avoir du champagne de qualité supérieure pour les toasts, du Veuve Clicquot. Quelque chose de cher. Le bon truc. Le personnel du traiteur avait installé une table spéciale près de la table d'honneur avec des flûtes de champagne déjà servies et disposées sur des plateaux d'argent. Mon verre et celui de Derek étaient au centre, légèrement plus grands que les autres, avec nos noms sur de petits cartons dorés en dessous. Je me suis éloigné de la table d'honneur juste avant que les toasts ne soient censés commencer. J'avais besoin de retoucher mon rouge à lèvres et l'une de mes demoiselles d'honneur voulait fixer une épingle qui s'était détachée dans mes cheveux. Je suis allé dans la suite nuptiale juste à côté de la salle de réception principale. C'était peut-être à 3 minutes de marche. Jasmine est venue avec moi et nous rions de quelque chose qu'un des invités avait dit pendant le dîner. Nous sommes restés dans la suite peut-être 5 minutes au maximum. J'ai retouché mon rouge à lèvres, mes cheveux, et j'ai pris quelques grandes inspirations parce que je commençais à me sentir submergé par toute l'émotion, l'attention et l'ampleur de la journée. Jasmine m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Ma fille, tu l'as fait. Tu as épousé un homme bien et tu as organisé le mariage du siècle. » Je l'ai serré en retour et j'ai dit, « Je sais. Je suis tellement heureuse que je pourrais en pleurer. » Nous sommes retournés vers la salle de réception ensemble, mais Jasmine a été arrêtée par quelqu'un qui demandait où se trouvaient les toilettes. J'ai continué à marcher, me dirigeant vers la table d'honneur, et c'est là que je l'ai vu, Derek, debout à la table de champagne, seul. Complètement seul, ce qui était bizarre car il y avait 150 personnes à ce mariage, et il y avait toujours quelqu'un à proximité. Mais à cet instant précis, le photographe rassemblait les gens à l'extérieur pour des photos de groupe, le DJ faisait une pause, et le personnel du traiteur était en cuisine pour préparer le dessert. Derek se tenait seul à cette table de champagne et il tenait quelque chose de petit dans sa main. Quelque chose de minuscule, une petite fiole en verre, peut-être de la taille de mon pouce. J'ai arrêté de marcher. J'étais à environ 20 pieds, partiellement caché derrière l'un des grands arrangements floraux que nous avions placés autour de la pièce. Il ne m'a pas vu. Il était complètement concentré sur ce qu'il faisait. Je l'ai regardé nerveusement autour de lui, s'assurant que personne ne le regardait. Puis il a débouché cette petite fiole, s'est penché sur la table de champagne et, de manière très délibérée, très soigneusement, en a versé le contenu dans un verre spécifique, mon verre, celui avec mon nom sur le petit carton doré. Il a secoué la fiole pour en faire sortir jusqu'à la dernière goutte. Puis il l'a empochée,
a lissé sa veste de smoking et s'est reculé de la table avec une expression sur le visage que je n'avais jamais vue auparavant, la satisfaction. Une satisfaction froide et calculée. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que je voyais. C'était mon mari. Nous étions mariés depuis 4h30. Nous venions de danser ensemble, de manger ensemble, de sourire pour un millier de photos ensemble, et il était en train de... Quoi? Mettre quelque chose dans mon verre? Pourquoi ferait-il ça? Qui avait-il dans cette fiole? Ma première pensée, j'ai honte de l'admettre, n'était pas qu'il essayait de me faire du mal. Ma première pensée fut que c'était peut-être une sorte de surprise. Peut-être que c'était un type d'édulcorant ou d'arôme, quelque chose pour rendre mon champagne spécial pour le toast. Peut-être que c'était de l'eau de rose ou de l'extrait de vanille ou quelque chose de romantique dans ce genre. Mais alors même que j'essayais de rationaliser, d'essayer de donner un sens à tout cela, chaque instinct de mon corps me hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Parce que voici le problème, si c'était quelque chose d'innocent, de doux et de romantique, pourquoi regardait-il autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait? Pourquoi semblait-il si nerveux? Pourquoi a-t-il caché la fiole immédiatement après? Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé tout simplement? Nous étions ensemble depuis 4 ans. S'il avait voulu faire quelque chose de spécial avec mon champagne, il me l'aurait dit, en aurait fait un moment partagé, il n'aurait pas agi en cachette comme s'il faisait quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on voie. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mes mains ont commencé à trembler. J'avais froid partout malgré la chaleur de juin et la salle pleine de monde. Chaque instinct de conservation que je possédais s'est activé d'un coup, me criant de ne pas boire ce qu'il y avait dans ce verre. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Je n'arrivais toujours pas à concevoir la possibilité que Derek, mon Derek, l'homme qui avait pleuré quand j'ai remonté l'allée, l'homme qui venait de promettre de me chérir pour toujours, puisse réellement vouloir me faire du mal. Ça n'avait pas de sens. Rien n'avait de sens. Mais je savais au plus profond de moi, dans cette partie primitive du cerveau qui a permis aux humains de survivre pendant des millénaires, que je ne pouvais pas boire ce verre. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. J'ai marché vers la table, forçant mon visage à sourire, forçant mes mains à s'arrêter de trembler. Derek se tenait à quelques pieds de là maintenant, parlant à son témoin, Cameron. Je me suis approché de lui par derrière et j'ai enlacé sa taille, pressant ma joue contre son dos comme si j'étais simplement affectueuse, comme si j'étais juste une mariée heureuse montrant son amour à son nouveau mari. Et, mon beau, ai-je dit, gardant une voix légère et douce. C'est presque l'heure des toasts. Il a sursauté un peu quand je l'ai touché, puis s'est détendu. Et, bébé, a-t-il dit, se retournant pour m'embrasser le front. Ouais, presque. Tu es prête? Je lui ai souri et je jure devant Dieu que j'avais l'impression que mon visage allait se fendre sous l'effort de maintenir ce sourire en place. Tout à fait prête, ai-je dit. Laisse-moi juste prendre notre champagne. Je me suis tourné vers la table et j'ai pris nos 2 verres, le sien dans ma main gauche, le mien dans ma main droite. Je lui ai tendu ce qui avait été mon verre, celui avec mon carton nominatif, celui qu'il venait d'empoisonner. Tiens, mon chéri, ai-je dit, en le pressant dans sa main. Puis j'ai interverti les cartons pendant que son attention était sur le verre, les replaçant dans leur position correcte. J'ai gardé ce qui avait été son verre pour moi. Il n'a rien remarqué. Il était trop occupé à regarder le verre dans sa main. Et j'ai vu quelque chose passer sur son visage, de la confusion, de l'inquiétude. Je n'aurais su le dire, mais il n'a rien dit. Il a juste tenu le verre et m'a regardé avec cette expression bizarre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Les gens commençaient à se rassembler pour les toasts. Ma demoiselle d'honneur, Jasmine, a commencé, prononçant un magnifique discours sur notre amitié et sur son bonheur de me voir épouser quelqu'un qui m'aimait tant. Le témoin de Derek, Cameron, a suivi, racontant des histoires drôles sur leurs années d'université et faisant rire tout le monde. Pendant tout ce temps, je me tenais là, tenant mon verre de champagne le sûr, celui qui était à l'origine celui de Derek et le regardant tenir le sien, le verre empoisonné, mon verre empoisonné, celui destiné à me tuer. Ma main serrait si fort le pied de mon verre que mes articulations étaient blanches. Je souriais, mais je ne sentais plus mon visage. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps, de regarder cette scène se dérouler comme un film. Puis ce fut au tour de Derek de porter son toast. Il s'est avancé, a levé son verre et a commencé à parler. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec moi et ma magnifique épouse, a-t-il dit. Et sa voix était assurée, chaleureuse et pleine d'amour ou de faux amour. Des mensonges.
Rien que des mensonges. Naomi, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es intelligente, talentueuse, sublime, et d'une manière ou d'une autre, tu as accepté de m'épouser. Tout le monde a ri. J'avais envie de vomir. J'ai promis de t'aimer, de te soutenir et de te chérir chaque jour pour le reste de nos vies. À ma femme. Il a levé son verre bien haut. Tous les autres ont levé le leur. J'ai levé le mien, mais mon bras semblait peser 1000 livres. Au jeune marié, a crié tout le monde. Et puis, tout le monde a bu. Derek a bu. Il a pris une longue et profonde gorgée de son verre de champagne, le vidant presque d'un trait. J'ai pris la plus petite des gorgées du mien, laissant à peine le champagne toucher mes lèvres. Je surveillais le visage de Derek par-dessus le bord de mon verre. Observant et attendant. Quoi? Je ne le savais pas, mais quelque chose, n'importe quoi, une sorte de confirmation que ce que j'avais vu était réel et non pas juste mon imagination qui me jouait des tours. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Derek a abaissé son verre et a souri à la foule. Les gens ont commencé à applaudir et à acclamer. Puis je l'ai vu. Le sourire a flanché juste une seconde. Ses sourcils se sont froncés comme s'il était confus. Il a cligné des yeux plusieurs fois rapidement, comme s'il essayait de s'éclaircir la vue. Je me suis approché de lui, juste à côté, assez près pour que personne d'autre ne puisse entendre. Je me suis penché comme pour l'embrasser sur la joue, comme si je n'étais qu'une jeune mariée affectueuse. Mes lèvres étaient juste à côté de son oreille. Mauvais verre, mon chéri, ai-je chuchoté. Tu viens de boire ce que tu me destinais. Je me suis reculé et j'ai regardé son visage. Je n'oublierai jamais, au grand jamais, l'expression que j'y ai vue. D'abord de la confusion, comme s'il ne comprenait pas ce que j'avais dit. Puis ses yeux se sont agrandis au fur et à mesure que la compréhension le frappait. Puis la peur, une peur pure, absolue, primitive. Son visage est devenu blanc, pas pâle, pas rougeaud, mais réellement blanc, comme si tout le sang s'était retiré de sa tête. Sa bouche s'est ouverte comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Il a baissé les yeux vers le verre de champagne dans sa main comme si c'était un serpent qui venait de le mordre. Puis il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu la vérité de tout, la culpabilité, la terreur, la réalisation. Il savait que je savais, et il savait ce qui allait lui arriver. Naomi, a-t-il réussi à dire, et sa voix n'était pas normale, épaisse et pâteuse. Qu'est-ce que tu as? Mais il n'a pas pu finir sa phrase. Ces mots s'en mêlaient dans sa bouche. Il a vacillé sur ses pieds. Je l'ai saisi par le bras comme si je le stabilisais, jouant l'épouse inquiète. Derek, chéri, ça va, ai-je dit assez fort pour que les gens à proximité entendent. Tu es tout pâle. Il a essayé de répondre, mais il ne pouvait plus former les mots. Ses yeux étaient vitreux. La sueur perlait sur son front et sa lèvre supérieure. Sa main est montée à sa poitrine, et il a émis ce terrible bruit de suffocation comme s'il ne pouvait plus respirer correctement. Derek, ai-je répété, plus fort cette fois. Les gens commençaient à remarquer maintenant, commençaient à se retourner et à regarder. Sa mère s'est précipitée. Derek, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé, la voix aiguë d'inquiétude. Il a essayé de lui répondre, mais tout ce qui est sorti était un amas de sons incompréhensibles. Puis ses genoux ont cédé. Je n'étais pas assez forte pour le retenir, et il est tombé lourdement là, sur le sol de la salle de réception, devant 150 invités de mariage. Quelqu'un a hurlé, c'était peut-être sa mère, peut-être l'une de mes demoiselles d'honneur. Tout se passait si vite et au ralenti en même temps. Les gens se précipitaient, s'attroupaient. Quelqu'un criait d'appeler le 911. Derek était au sol, conscient mais à peine, son corps secoué de spasmes et de convulsions. Ses yeux se révulsaient. De l'écume se formait au coin de sa bouche. C'était horrible. C'était absolument horrible. Et je restais là, debout, à regarder cela arriver, sachant que j'avais causé cela, sachant que quoi qu'il m'ait destiné, c'était lui qui le recevait à la place. Et la partie vraiment terrible? Je ne me sentais pas mal. Je me sentais vengée. Je me sentais puissante. Je me sentais comme si je venais de sauver ma propre vie. Et si cela signifiait le voir souffrir, alors soit. J'ai sorti mon téléphone de la petite poche cachée dans ma robe de mariée. Mes mains étaient étonnamment stables pendant que je composais le 911. 911, quelle est votre urgence? A demandé l'opératrice.
Mon mari a été drogué, ai-je dit, d'une voix claire et forte. Pas malade, pas ivre-drogué. Je l'ai dit spécifiquement et délibérément parce que je voulais que ce soit enregistré. Nous sommes à notre réception de mariage au manoir historique Whitmore sur Peachtree. Il vient de boire quelque chose et s'est effondré. Il fait une sorte de réaction. S'il vous plaît, envoyez des ambulanciers immédiatement. Je leur ai donné l'adresse et j'ai répondu à leurs questions sur ses symptômes. Pendant tout ce temps, Derek était au sol, à peine conscient, émettant ces horribles bruits d'étouffement. Son témoin, Cameron, essayait de l'aider, desserrant sa cravate et le mettant sur le côté. La mère de Derek pleurait et criait à quelqu'un de faire quelque chose. Ma mère m'entourait de ses bras, demandant ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Derek. Les ambulanciers sont arrivés peut-être 8 minutes plus tard, mais cela a semblé durer des heures. Ils se sont précipités avec leur équipement, ont commencé à vérifier les signes vitaux de Derek et à poser des questions. Qu'a-t-il bu? Qu'a-t-il mangé? A-t-il des allergies? Des problèmes médicaux? J'ai répondu à ce que je pouvais. Puis j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis le moment où je l'avais vu verser cette fiole dans mon champagne. J'ai glissé ma main dans la poche de la veste de smoking de Derek pendant que tout le monde était distrait par les ambulanciers. J'ai trouvé la fiole. Elle était vide maintenant, mais elle était là, et je pouvais voir des résidus à l'intérieur. Je l'ai sortie et je l'ai brandie. Je pense que c'est ce qu'il a utilisé, ai-je dit au policier qui était arrivé avec les ambulanciers. L'officier m'a pris la fiole, la tenant soigneusement par les bords. Où avez-vous trouvé cela, madame, a-t-il demandé. Dans la poche de la veste de mon mari, ai-je dit. Je l'ai vu verser quelque chose dans mon verre de champagne juste avant les toasts. J'ai interverti nos verres. Il a bu dans le mien à la place. L'expression de l'officier a changé, s'est durcie. Il a appelé son partenaire. Ils ont commencé à me poser des questions plus détaillées pendant que les ambulanciers chargeaient Derek sur un brancard. Que avais-je vu exactement? Quand l'avais-je vu? Pourquoi avais-je échangé les verres? Je leur ai tout raconté, ma voix étant d'un calme étonnant compte tenu du fait que je me tenais là, dans ma robe de mariée, à regarder mon tout nouveau mari se faire évacuer sur un brancard avec un masque à oxygène sur le visage. La réception avait sombré dans un chaos absolu. Les invités pleuraient, étaient confus et exigeaient de savoir ce qui se passait. Le directeur de l'établissement paniquait. Mes demoiselles d'honneur m'entouraient, essayant de comprendre. Mon père criait après quelqu'un, je ne savais pas qui. Les parents de Derek suivaient le brancard jusqu'à l'ambulance, sa mère sanglotant hystériquement. Et je restais là, au milieu de tout cela, tenant toujours mon verre de champagne, portant toujours ma robe parfaite, ressemblant toujours à une princesse qui venait de déjouer une tentative d'assassinat à son propre mariage. Le policier m'a demandé si je voulais bien venir au poste pour faire une déposition. J'ai dit oui, mais que je devais d'abord me changer. Je suis retourné dans la suite nuptiale avec Jasmine. Elle m'a aidé à sortir de la robe Vera Wang, ouvrant la fermeture éclair dans le dos, détachant la traîne et retirant le voile. Je me tenais là, en soutien-gorge sans bretelles et en gaine Spanx, me regardant dans le miroir. Mon maquillage était toujours parfait. Mes cheveux étaient toujours parfaits. Mais je n'étais plus la même personne qui s'était habillée dans cette pièce il y a 6 heures. Cette Naomi-là était morte. Cette Naomi naïve, confiante et heureuse avait disparu pour toujours. Cette nouvelle Naomi, celle qui me fixait dans le miroir, était plus dure, plus froide d'une survivante. J'ai mis un jean et un t-shirt et j'ai jeté un gilet par-dessus. Jasmine n'arrêtait pas de me demander ce qui s'était passé, ce qui se passait, mais je ne pouvais pas encore l'expliquer. Je ne trouvais pas les mots. Tout ce que j'ai pu dire fut, il a essayé de me faire du mal. Je l'ai arrêté. Elle ne comprenait pas. Comment le pourrait-elle? Je le comprenais à peine moi-même. Nous sommes retournés dans la salle de réception et le policier attendait. Madame Richardson, dit-il, et j'ai failli le corriger, failli dire que je n'étais plus Madame Richardson. Je ne pouvais plus l'être après ce qui venait de se passer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. Nous avons besoin que vous veniez au poste. Et madame, je dois vous dire qu'il s'agit maintenant d'une enquête criminelle. Ne quittez pas la ville. Nous aurons beaucoup d'autres questions pour vous et pour monsieur Thompson. Je suis allé au poste de police dans la voiture de mon père. Ma mère était assise à l'arrière avec moi, me tenant la main, ne disant rien car qu'y avait-il à dire?
Au poste, ils m'ont installé dans une salle d'entretien. Pas une cellule, juste une pièce avec une table, des chaises et un appareil d'enregistrement. Une détective est entrée, la détective Martinez, une femme d'âge mûr avec des yeux bienveillants et une attitude terre à accent grave terre. Elle m'a demandé de tout lui raconter depuis le début. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de Derek avec la fiole, de l'échange des verres, de l'avoir regardé boire et s'effondrer. Je lui ai parlé de la fiole trouvée dans sa poche. Elle a tout écouté, prenant des notes et enregistrant tout. Madame Richardson, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, je dois vous poser une question directement. Aviez-vous une raison de croire que votre mari voulait vous faire du mal avant aujourd'hui? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Y avait-il eu des signes, des drapeaux rouges que j'avais manqués? Non, ai-je fini par dire. Je pensais que tout était parfait. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que nous commencions notre vie ensemble. Ma voix s'est brisée sur cette dernière partie. La détective Martinez a poussé une boîte de mouchoirs vers moi. Nous allons devoir garder cette fiole comme pièce à conviction, a-t-elle dit. Et nous aurons besoin du verre de champagne que vous teniez. Les ambulanciers ont emmené Monsieur Thompson à l'hôpital universitaire d'Emory. Ils lui font un lavage d'estomac et des tests toxicologiques. Nous en saurons plus bientôt sur ce qu'il y avait dans cette fiole. Mais Madame Richardson, je veux que vous compreniez une chose, si ce que vous me dites est vrai, si votre mari a délibérément tenté de vous empoisonner, vous venez de vous sauver la vie ce soir. Et vous l'avez fait avec une présence d'esprit incroyable. Ils m'ont laissé quitter le poste vers minuit. Mes parents m'ont ramené chez eux à Buckhead. Je ne pouvais pas retourner dans l'appartement que je partageais avec Derek. Je ne pouvais même pas penser à cet endroit. Ma mère m'a installé dans mon ancienne chambre d'enfant, et je suis resté assise sur le lit, toujours en jean et t-shirt, fixant le mur. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. J'étais juste engourdi, vide. Le jour de mon mariage, le jour qui était censé être le début de l'éternité, s'était transformé en un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Quelque part à l'autre bout de la ville, Derek était dans un lit d'hôpital à subir un lavage d'estomac, soigné pour le poison même qu'il m'avait destiné. Et je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de regret, rien. Juste cette certitude froide et dure que j'avais fait ce que je devais faire pour survivre. Le lendemain matin, l'inspectrice Martinez m'a appelé. Derek avait survécu à la nuit. Le rapport toxicologique était arrivé, la fiole contenait du rohypnol. Vous le connaissez probablement sous le nom de drogue du violeur, mélangé à un sédatif puissant. La dose était élevée, vraiment élevée, assez pour que si je l'avais bu, j'aurais perdu connaissance en quelques minutes. Et compte tenu de mon poids et du manque de nourriture dans mon organisme à ce moment-là de la soirée, nous avions dîné à 18h30 et il était 20h45 au moment des toasts, il y avait une possibilité très réelle que j'arrête de respirer pendant mon sommeil. Le rapport préliminaire du médecin légiste indiquait que si j'avais consommé cette dose, je serais probablement morte. Une insuffisance respiratoire très probablement, ou une aspiration si j'avais vomi pendant mon inconscience. Dans tous les cas, je serais probablement morte. Madame Richardson, a déclaré l'inspectrice Martinez, et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix qui n'était pas là la veille. De la colère, peut-être, ou du dégoût. Votre mari a tenté de vous tuer lors de votre nuit de noces. Ce n'était pas une blague ou un canular qui a mal tourné. C'était une tentative de meurtre. Nous l'avons arrêté. Il est actuellement en garde à vue et nous l'avons inculpé de tentative de meurtre au premier degré. Je me suis assise sur le canapé de mes parents, mes jambes étant soudainement incapables de me porter. Tentative de meurtre. Mon mari, l'homme que j'avais épousé il y a moins de 24 heures, avait tenté de m'assassiner. Il y a autre chose, a poursuivi l'inspectrice Martinez. Nous avons saisi le téléphone de Monsieur Thompson comme preuve. Madame Richardson, vous devez vous préparer. Il y a des messages textes sur ce téléphone qui vont être très difficiles à voir pour vous. Ils ont envoyé une conseillère d'aide aux victimes chez mes parents cet après-midi-là. Elle s'est assise avec moi pendant que l'inspectrice Martinez me montrait des impressions des messages de Derek, des messages entre Derek et une femme nommée Amber Collins, une femme dont je n'avais jamais entendu parler, une femme qui, s'est-il avéré, travaillait dans la compagnie d'assurance de Derek. Les messages remontaient à plusieurs mois. Bébé, j'ai hâte qu'elle soit partie pour que nous puissions être ensemble. C'était de Derek à Amber, 6 semaines avant le mariage. Es-tu sûr que ça va marcher? Et si quelqu'un s'en aperçoit? C'était d'Amber à Derek.
Personne ne s'en apercevra. Elle va juste s'endormir et ne jamais se réveiller. Ils penseront que c'était un problème cardiaque ou quelque chose du genre. Des causes naturelles. Et puis j'aurai l'argent de l'assurance et nous pourrons commencer notre vie ensemble. C'était mon Derek planifiant ma mort avec sa maîtresse comme s'il planifiait des vacances. Il y avait des douzaines de messages comme celui-là. Des centaines, peut-être. Ils se voyaient depuis plus d'1 an. Pendant que Derek rentrait à la maison me retrouvait chaque soir, m'embrassait, me faisait l'amour et planifiait notre mariage avec moi, il envoyait des SMS à Amber, lui disant qu'il l'aimait et faisant des plans pour leur avenir ensemble, un avenir qui exigeait que je sois morte. Les messages expliquaient tout. Derek avait souscrit une police d'assurance vie sur ma tête 6 mois avant le mariage, 750 000 $ avec lui comme unique bénéficiaire. Je n'étais pas au courant, il avait imité ma signature sur la demande. Apparemment, la compagnie d'assurance enquêtait déjà. Et la raison pour laquelle il avait si désespérément besoin de cet argent? Des dettes de jeux. Derek pariait en ligne, misait sur le sport et perdait des sommes massives. Il devait plus de 200 000 $ à divers bookmakers et usuriers. Il se noyait dans les dettes et sa solution était de m'assassiner et d'encaisser l'argent de l'assurance. Amber a été arrêtée le jour même. Il s'est avéré qu'elle était au mariage. Elle était venue en tant qu'invitée de Marcus, un ami de Derek. Ce n'était pas son lien réel, juste une histoire de couverture pour qu'elle puisse être là, pour qu'elle puisse regarder. La police a trouvé des messages de la nuit du mariage. Est-ce que c'est fait? Amber avait envoyé un SMS à Derek à 20h47, à peu près au moment des toasts. Est-ce qu'elle l'a bu? Derek n'a jamais répondu à ce message. À ce moment-là, il était au sol, pris de convulsions, expérimentant directement ce qu'il me destinait. Amber avait quitté le mariage immédiatement après l'arrivée de l'ambulance. Elle s'est enfuie, en gros, mais la police l'a retrouvée dans son appartement à Midtown. Elle a d'abord essayé de tout nier, mais les messages textes ne mentaient pas. Elle a été inculpée de complicité de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Les médias se sont emparés de l'histoire en moins de 48 heures. Une mariée se sauve la vie lors de sa réception de mariage était le titre de chaque site d'information local. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des journalistes demandant des interviews. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux. Je ne pouvais pas. Je fonctionnais à peine. Je passais par des périodes où je ne ressentais absolument rien, juste un vide total. Et puis soudain, j'étais frappé par des vagues de rage si intenses que je pensais que j'allais exploser. Comment a-t-il osé? Comment a-t-il osé? Je l'avais aimé. Je lui faisais totalement confiance. Je lui avais donné 4 ans de ma vie, j'avais planifié un avenir avec lui. Et pendant tout ce temps, il prévoyait de me tuer m'utilisant, me mentant, dormant à côté de moi la nuit tout en sachant qu'il allait m'assassiner. Quel genre de monstre fait ça? Ma famille était dévastée. Ma mère ne pouvait s'arrêter de pleurer. Mon père parlait de moyens d'atteindre Derek en prison, et j'ai dû lui faire promettre de ne rien faire qui puisse le faire arrêter. Mon frère Jérôme n'arrêtait pas de dire qu'il avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez Derek, ce qui n'était pas vrai. Jérôme avait adoré Derek, mais je comprenais le besoin de réécrire l'histoire pour trouver les signes avant-coureurs que nous avions tous manqués. Parce qu'il devait y avoir des signes, n'est-ce pas? On ne passe pas 4 ans avec quelqu'un capable d'un meurtre sans rien voir. Mais je n'arrivais à en trouver aucun. Derek avait été un petit ami parfait, un fiancé parfait attentionné, romantique, solidaire ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, je ne saurais jamais ce qui était réel et ce qui était de la mise en scène. Le lieu de réception du mariage a été incroyablement gentil. Ils m'ont remboursé chaque centime que j'avais payé, soit plus de 45 000 $. Ils ont également fait un don de 10 000 $ à une organisation caritative de lutte contre la violence domestique en mon nom. Le traiteur a remboursé ses frais. Le fleuriste, le photographe, le DJ, tout le monde a remboursé son argent. Je n'avais même pas demandé. Ils l'ont simplement fait. Je pense que tout le monde était si horrifié par ce qui s'était passé qu'ils voulaient faire quelque chose, n'importe quoi, pour aider. La boutique de robes a même proposé de reprendre ma robe Vera Wang et de me rembourser intégralement, mais je n'ai pas pu me résoudre à aller la chercher. Cette robe était toujours chez mes parents dans sa housse, accrochée dans mon ancien placard. Je ne pouvais pas la regarder, je ne pouvais pas la toucher. Elle représentait tout ce que j'avais perdu. La mise en accusation de Derek a eu lieu une semaine après le mariage.
Je suis allé au tribunal avec l'inspectrice Martinez et la conseillère d'aide aux victimes. Je voulais le voir, j'avais besoin de le voir. Il a été amené portant une combinaison orange, les mains menottées devant lui. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, son visage était émacié et il avait des cernes sous les yeux. Quand il m'a vu assise dans la galerie, son visage s'est décomposé. Il a commencé à pleurer, vraiment pleurer, les larmes coulant sur son visage. Son avocat, un défenseur public qui semblait avoir environ 12 ans, a essayé de le calmer, mais Derek continuait de me fixer en pleurant. Je l'ai fixé en retour. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti, à part cette satisfaction froide et dure qu'il souffrait ne serait-ce qu'une fraction de ce que je souffrais. La juge a lu les chefs d'accusation, tentative de meurtre au premier degré, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, faux en écriture. Le procureur a demandé que la caution soit refusée, arguant que Derek présentait un risque de fuite et un danger pour moi. L'avocat de Derek a soutenu que son client n'avait pas de casier judiciaire, qu'il avait des attaches dans la communauté et qu'il méritait une caution. La juge a écouté les deux parties, puis a regardé Derek. « Monsieur Thompson, a-t-elle dit, vous êtes accusé d'avoir tenté de tuer votre femme lors de votre nuit de noces. On vous reproche d'avoir drogué son champagne avec une dose de sédatif suffisamment élevée pour provoquer une insuffisance respiratoire. Si ces accusations sont prouvées, vous représentez un danger manifeste pour Madame Richardson. La caution est refusée. Vous resterez en détention jusqu'au procès. » Derek a émis ce son horrible, brisé et son avocat a dû le soutenir pour l'empêcher de s'effondrer. Après la mise en accusation, le procureur m'a rencontré dans son bureau. Son nom était James Shen, un substitut du procureur spécialisé dans les affaires de tentative de meurtre. Il avait environ 40 ans, portait des lunettes et avait un visage aimable. « Madame Richardson, a-t-il dit, je veux que vous sachiez que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Monsieur Thompson reçoive la peine maximale pour ce qu'il vous a fait. Les preuves contre lui sont accablantes, les messages textes, la police d'assurance, le rapport toxicologique, votre témoignage. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour prouver la tentative de meurtre au premier degré. Mais je dois vous préparer. Ce sera un long processus. Le procès n'aura probablement pas lieu avant au moins 6 mois, peut-être plus. Et quand il aura lieu, vous devrez témoigner. Vous devrez vous asseoir dans cette salle d'audience et revivre le pire jour de votre vie pendant que Derek sera là à vous regarder. Pouvez-vous faire cela? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, ai-je dit. Je peux le faire. Je dois le faire parce que je veux qu'il m'entende dire au monde entier exactement ce qu'il a essayé de me faire. Je veux que tout le monde sache qui il est vraiment. Monsieur Shen a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Nous allons obtenir justice pour vous, Madame Richardson. Je vous le promets. Les mois suivants ont été un cauchemar. J'ai dû quitter l'appartement que Derek et moi partagions. Je ne pouvais pas rester là, je ne pouvais pas être entouré de nos affaires, de nos souvenirs. Mes parents m'ont aidé à emballer mes biens, et nous avons donné ou jeté tout ce qui appartenait à Derek. J'ai emménagé dans un petit 2 pièces à Virginia Island. J'ai tout recommencé de zéro avec des meubles d'occasion et des articles de cuisine de chez Target. J'ai essayé de retourner au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque fois que j'essayais de planifier un événement, je pensais à mon propre mariage, à la façon dont j'avais passé 18 mois à planifier la journée parfaite pour qu'elle se termine par une tentative de meurtre par mon mari. J'ai pris un congé. Mon patron s'est montré compréhensif et m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Patricia Williams, une femme noire d'une 50aine d'années spécialisée dans les traumatismes. Je l'ai vue 2 fois par semaine au début, puis 1 fois par semaine quand j'ai commencé à me stabiliser. Elle m'a aidé à digérer ce qui s'était passé, m'a aidé à comprendre que ce n'était pas de ma faute, que je n'aurais pas pu savoir, et que les actions de Derek concernaient lui et non quelque chose que j'avais fait ou pas fait. Mais même avec la thérapie, je tenais à peine le coup. Je faisais des cauchemars où je buvais le champagne empoisonné et me réveillais incapable de respirer. J'avais des crises de panique dans les lieux publics, convaincu que tout le monde autour de moi complotait secrètement pour me faire du mal. J'ai cessé de faire confiance à quiconque, j'ai cessé de sortir, j'ai cessé de voir mes amis. J'existais, mais je ne vivais pas. Les audiences préliminaires ont eu lieu, et d'autres preuves sont apparues. La police avait retrouvé la personne qui avait vendu le Rohypnol à Derek, un gars qu'il avait rencontré en ligne et qui vendait de la drogue. Ce gars a également été arrêté,
accusé de distribution de substances contrôlées. La compagnie d'assurance a confirmé que Derek avait imité ma signature sur la demande d'assurance vie, et ils engageaient leur propre poursuite contre lui. Les relevés bancaires de Derek montraient qu'il perdait des milliers de dollars chaque mois depuis plus de 2 ans, accumulant des dettes massives. Ses parents étaient dévastés. Sa mère m'a même contacté pour s'excuser, en pleurant et en disant qu'elle n'en avait aucune idée, qu'elle l'avait mieux élevé que cela. J'ai apprécié le geste, mais je ne pouvais pas lui parler. Elle était sa mère, elle l'aimait. Je ne pouvais pas supporter cela. Ensuite, il y a eu Amber. Elle a essayé de passer un accord avec les procureurs, proposant de témoigner contre Derek en échange d'une réduction de peine. Les procureurs ont accepté, elle recevrait 15 ans au lieu de 25 si elle coopérait pleinement. Alors, elle leur a tout dit. Elle leur a raconté comment la liaison avait commencé, comment Derek s'était plaint d'être coincé avec moi, d'avoir besoin d'argent et de vouloir une issue. Elle a détaillé comment il avait élaboré le plan pour me tuer et faire croire à des causes naturelles, comment elle l'avait aidé à faire des recherches sur différentes drogues et méthodes, et comment il s'était entraîné pour le dosage, le timing et l'histoire de couverture. Elle était complice depuis le début. Ils avaient planifié mon meurtre ensemble comme certaines personnes planifient des fêtes surprises. Le procès a finalement commencé en février, 8 mois après le jour de mon mariage. Le tribunal était bondé de journalistes et de spectateurs. Cette affaire avait attiré l'attention nationale. Une mariée noire surpasse son mari meurtrier était le titre de certains articles. Je détestais être célèbre pour cela, je détestais que le pire moment de ma vie soit un divertissement pour des inconnus. Mais je comprenais aussi l'importance que les gens voient ce que Derek avait essayé de faire, que d'autres femmes voient que même les hommes qui semblent parfaits peuvent être des monstres déguisés. J'ai dû témoigner le 2e jour du procès. Je portais un tailleur bleu marine professionnel et conservateur. Rien de tape à accent grave l'œil. Je voulais que le jury me voie comme quelqu'un de crédible et digne de confiance. J'ai pris place à la barre, j'ai posé ma main sur la Bible et j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et puis j'ai raconté mon histoire. Le procureur, M. Chen, m'a fait passer par toutes les étapes, comment Derek et moi nous sommes rencontrés, notre relation, les fiançailles, la planification, le mariage, la journée elle-même, puis ce moment où j'ai vu Derek verser quelque chose dans mon champagne, la décision d'échanger les verres, de le regarder boire, de lui murmurer à l'oreille, son effondrement tout. Madame Richardson, m'a demandé Monsieur Chen, quand vous avez vu votre mari verser cette substance dans votre champagne, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? J'ai regardé droit vers le jury en répondant. Je me suis dit, quelque chose ne va vraiment pas ici. Je dois me protéger. Et pourquoi avez-vous échangé les verres au lieu de simplement ne pas boire le vôtre? Parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans ce verre. J'avais besoin d'une preuve. Si je n'avais pas bu, je n'aurais jamais su avec certitude ce qu'il avait fait ou pourquoi. Mais s'il buvait, s'il avait la réaction à ma place, alors je saurais. Alors tout le monde saurait. Essayez-vous de blesser votre mari en échangeant les verres? Non. J'essayais de me sauver. L'avocat de Derek a essayé d'ébranler mon témoignage lors du contre-interrogatoire. Il a essayé de suggérer que j'avais peut-être mal compris ce que j'avais vu, que peut-être Derek mettait quelque chose d'inoffensif dans le verre, ou que j'avais peut-être échangé les verres parce que j'étais paranoïaque ou jalouse ou que j'avais des doutes sur le mariage. Mais je n'ai pas flanché. J'ai répondu à chaque question calmement et clairement. Je sais ce que j'ai vu, ai-je dit. Votre client a essayé de m'assassiner, et parce que j'ai échangé ces verres, je suis en vie et il est assis à cette table. J'ai pointé Derek du doigt en disant cela. Il pleurait encore, secouant la tête comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait, comme s'il était la victime ici. L'expert en toxicologie a témoigné sur ce qu'il y avait dans cette fiole. L'inspecteur de police a témoigné sur les messages textes. Amber a témoigné sur le plan, sur le fait d'avoir aidé Derek à rechercher des méthodes et sur le fait de savoir qu'il allait le faire au mariage. Les dettes de jeu de Derek ont été exposées en détail, plus de 200 000 qui seraient allées à Derek si je mourais. Chaque élément de preuve pointait vers une seule conclusion, Derek Thompson avait planifié et tenté de m'assassiner pour l'argent afin d'être avec sa maîtresse. La défense de Derek était pathétique. Son avocat a essayé d'argumenter que Derek avait été soumis à un stress extrême, qu'il ne réfléchissait pas clairement et qu'il avait commis une terrible erreur mais n'avait pas réellement l'intention de me tuer. Le jury n'y a pas cru. Comment met-on accidentellement une dose mortelle de sédatif dans le champagne de quelqu'un? Comment falsifie-t-on accidentellement des documents d'assurance?
Comment envoie-t-on accidentellement des SMS à sa maîtresse pour planifier la mort de sa femme? L'accusation a absolument anéanti cette défense. Le réquisitoire final de Monsieur Chen était puissant. Il a brandi une photo de moi dans ma robe de mariée, souriante et radieuse. Voici Naomi Richardson lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, a-t-il déclaré. Elle faisait totalement confiance à Derek Thompson. Elle l'aimait. Elle l'a épousé. Et ce soir-là, il a essayé de tout lui prendre. Sa vie, son avenir, ses rêves pour l'argent, par cupidité, pour une femme avec qui il la trompait. Mais Naomi Richardson n'est pas une victime. C'est une survivante. Elle a vu le danger. Elle a agi, et elle s'est sauvé la vie. Et maintenant, il est temps que justice soit faite. Le jury a délibéré pendant 4 heures. 4 heures. Pendant que j'étais assise dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience avec ma famille, j'avais l'estomac noué, me demandant s'ils allaient réellement le condamner ou si, d'une manière ou d'une autre, les arguments de son avocat avaient semé assez de doutes. Mais quand ils sont revenus, le verdict était unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre au premier degré, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, faux en écriture. Derek s'est effondré en entendant le verdict. Il est littéralement tombé de sa chaise, sanglotant et gémissant. Les huissiers ont dû l'aider à se relever et le faire sortir de la salle d'audience. Ses parents pleuraient, sa mère criait que son bébé n'était pas un monstre, que ce n'était pas juste. Mais c'était juste. C'était la justice. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 1 mois plus tard. J'ai fait une déclaration sur l'impact sur la victime. Je l'avais écrite et répétée, mais debout là, devant la juge, Derek et tous les autres, les mots venaient de plus profond que la page. Votre honneur, ai-je dit, Derek Thompson m'a volé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Il a volé ma capacité à faire confiance, à aimer sans peur et à croire que les gens sont ce qu'ils disent être. J'ai passé 4 ans avec un homme que je pensais connaître, et il s'est avéré que je ne le connaissais pas du tout. Il était prêt à m'assassiner, à me regarder mourir, à faire en sorte que ma famille me pleure, et à laisser tout le monde penser que j'étais morte de cause naturelle, tout cela pour avoir de l'argent et être avec une autre femme. Ce genre de mal dépasse mon entendement. Mais voici sur quoi il n'avait pas compté, je suis plus forte qu'il ne l'a jamais su. J'ai fait confiance à mon instinct. Je me suis sauvée. Et maintenant, je vais reconstruire ma vie sans lui, sans peur, sans regarder par-dessus mon épaule en me demandant si la prochaine personne que j'aimerais va me faire du mal. Derek Thompson a essayé de mettre fin à ma vie, mais au lieu de cela, il a mis fin à la sienne, et c'est exactement ce qu'il mérite. La juge a condamné Derek à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Il serait en prison jusqu'à ses presque 60 ans. Amber a pris 15 ans, ce qui signifiait qu'elle sortirait au début de sa cinquantaine si elle se comportait bien. J'ai senti que je pouvais enfin respirer en entendant ces sentences. 25 ans. Il m'avait volé ma capacité à faire confiance, ma tranquillité d'esprit, le jour de mon mariage et ma foi en l'amour. Et maintenant, je lui volais 25 ans de sa liberté. Cela semblait juste. C'était un équilibre. C'était il y a 2 ans. 2 ans depuis le jour de mon mariage. 2 ans depuis que j'ai échangé ces verres de champagne et que je me suis sauvé la vie. J'ai 37 ans maintenant et je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je m'épanouis. J'ai lancé ma propre entreprise d'organisation d'événements environ 6 mois après la fin du procès. Je ne pouvais pas retourner à mon ancien travail, trop de souvenirs, trop de gens qui savaient ce qui s'était passé. Alors, j'ai recommencé à zéro, Richardson Events, spécialisé dans les célébrations intimes et significatives. Je ne fais plus de grands mariages, je ne peux pas. Mais je fais des événements plus petits, des anniversaires marquants, des fêtes d'anniversaire de mariage et des retraites d'entreprise, des choses qui semblent joyeuses et authentiques sans le poids de ce qui m'est arrivé. Je suis toujours en thérapie avec le Dr Williams. Je le serai probablement pendant longtemps. Le SSPT ne disparaît pas comme ça. Et j'ai de mauvais jours, des jours où je ne peux pas sortir du lit, des jours où je suis convaincu que tout le monde autour de moi complote secrètement contre moi, des jours où je vois le visage de Derek dans chaque homme qui passe devant moi dans la rue. Mais j'ai aussi de bons jours, plus de bons jours que de mauvais maintenant. Des jours où je ris avec mes amis, où je suis fier de mon entreprise et où j'apprécie réellement d'être en vie. Je recommence à fréquenter quelqu'un. Ça a été la partie la plus difficile, pour être honnête, apprendre à faire confiance à quelqu'un de nouveau.
J'ai rencontré quelqu'un il y a environ 6 mois. Son nom est Marcus. Non, attendez, j'avais dit que j'éviterais ce nom. Son nom est Terence. Il est enseignant doux, patient et gentil. Il sait ce qui m'est arrivé. Je le lui ai dit lors de notre 3e rendez-vous parce que j'avais besoin qu'il comprenne pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je pose tant de questions, pourquoi j'ai besoin de savoir où il était, avec qui il est, et pourquoi je me ferme parfois soudainement au milieu d'une conversation parce que quelque chose a déclenché un souvenir. Il n'a pas fui. Il a écouté, m'a tenu la main et a dit, je ne suis pas lui. Je ne vais pas te faire de mal. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu le croies. Nous y allons doucement, tellement doucement, mais ça fait du bien. On se sent en sécurité. Ma famille a été incroyable à travers tout cela. Mes parents, mon frère, mes cousins, ils m'ont entouré d'amour et de soutien quand j'en avais le plus besoin. Ils ne m'ont jamais fait sentir faible ou brisé. Ils m'ont rappelé chaque jour que je suis forte, que j'ai survécu et que j'ai un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Ma meilleure amie Jasmine est toujours à mes côtés, tout comme elle l'était dans cette suite nuptiale il y a 2 ans. Elle prend constamment de mes nouvelles, probablement plus que je ne le mérite, mais j'en suis reconnaissante. Je repense à ce jour parfois. Le jour de mon mariage, pas la partie de l'empoisonnement. Enfin, oui, ça aussi. Mais le matin, me faire coiffer, rire avec mes demoiselles d'honneur, me sentir comme une princesse. Je pleure cette version de moi-même parfois, la Naomi qui croyait à l'amour des contes de fées, qui faisait totalement confiance, qui pensait que le monde était sûr. Elle est morte ce jour-là, en même temps que mon mariage. Mais peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que cette Naomi devait mourir pour que cette Naomi puisse naître, cette Naomi qui sait que la survie est un choix, qui sait que faire confiance à son instinct peut sauver la vie, qui sait qu'elle n'a besoin de personne pour la secourir parce qu'elle peut se secourir elle-même. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne vous raconte pas cette histoire parce que je veux de la sympathie ou de la pitié. Je vous raconte cette histoire parce que je veux que vous en tiriez des leçons. Faites confiance à votre instinct, toujours. Si quelque chose ne vous semble pas correct, c'est probablement le cas. Ne cherchez pas à rationaliser. Ne cherchez pas d'excuses pour les gens qui vous donnent de mauvais pressentiments. N'ignorez pas la petite voix dans votre tête qui essaie de vous protéger. Cette petite voix m'a sauvé la vie. J'ai vu Derek verser quelque chose dans mon champagne et chaque partie logique de mon cerveau a essayé de l'expliquer. Il ne me ferait pas de mal. Il m'aime. Je suis juste paranoïaque. Mais cette partie primitive et instinctive de moi savait mieux, et je l'ai écoutée. J'ai écouté, et je suis en vie grâce à cela. Surveiller les signes avant-coureurs, des polices d'assurance de dernière minute, un comportement secret, un désespoir financier, quelqu'un qui vous isole de vos amis et de votre famille, quelqu'un qui vous fait douter de vos propres perceptions, quelqu'un qui ment sur de petites choses parce qu'il s'entraîne pour les grands mensonges. J'ai manqué tous ces signes avec Derek. Ou peut-être qu'il n'était pas là avant la fin. Je ne sais pas. Mais je sais que si je les avais vus, si j'avais été attentive, j'aurais peut-être pu partir avant d'en arriver là. Et voici la chose la plus importante, si vous êtes en danger, agissez d'abord et posez des questions plus tard. Je n'ai pas attendu de comprendre pourquoi Derek m'empoisonnait. Je ne me suis pas arrêté pour avoir une conversation à ce sujet ou pour lui donner une chance de s'expliquer. Je me suis simplement protégé. J'ai échangé ces verres et je me suis sauvé la vie. Vous ne devez votre sécurité à personne. Vous ne devez votre vie à personne. Si quelqu'un essaie de vous faire du mal, vous avez tous les droits de l'arrêter par tous les moyens nécessaires. Ne laissez pas la culpabilité, l'amour ou la confusion vous paralyser. Agissez. Protégez-vous. Survivez. J'ai survécu à Derek Thompson. J'ai survécu à ses mensonges, à sa trahison et à sa tentative de m'assassiner. Et non seulement j'ai survécu, mais j'ai veillé à ce qu'il soit traduit en justice pour ce qu'il a essayé de faire. Il est en prison maintenant, là où est sa place. Et je suis ici à vivre ma vie, à construire mon entreprise, à fréquenter de nouveau des gens, à réapprendre à faire confiance et à guérir. C'est ça la vraie vengeance, n'est-ce pas? Pas seulement qu'il soit enfermé, mais que je sois libre. Libre de lui. Libre de la peur. Libre de devenir qui je veux être. Il a essayé de terminer mon histoire ce soir-là lors de notre réception de mariage, mais tout ce qu'il a fait, c'est commencer un nouveau chapitre, un chapitre où je suis l'héroïne, pas la victime. Alors, si cette histoire a résonné en vous, j'espère que vous la partagerez.
Peut-être qu'elle sauvera la vie de quelqu'un comme mon instinct a sauvé la mienne. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de survie et de justice, et commentez ci-dessous. Je veux vous entendre. Avez-vous déjà fait confiance à votre instinct dans un moment dangereux? Avez-vous déjà été dans une situation où quelque chose ne vous semblait pas correct et où vous avez agi en conséquence? Racontez-moi vos histoires. Construisons une communauté de survivants et de guerriers qui refusent d'être des victimes. Et rappelez-vous ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus brave que vous ne l'imaginez. Vous êtes plus puissant que quiconque essaie de vous blesser. Faites-vous confiance. Protégez-vous. Et si quelqu'un essaie de vous abattre, abattez-le en premier. Légalement, bien sûr toujours légalement mais abattez-le. Montrez-lui que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on joue. Montrez-lui que vous ne partirez pas tranquillement dans la nuit. Montrez-lui que vous allez vous battre, que vous allez gagner et que vous allez survivre. Mon nom est Naomi Richardson. J'ai 37 ans. Je suis chef d'entreprise, fille, sœur, amie, survivante. Et je suis ici pour vous dire que peu importe ce que vous avez traversé, peu importe qui a essayé de vous blesser, vous pouvez passer de l'autre côté. Vous pouvez reconstruire. Vous pouvez guérir. Vous pouvez prospérer. J'en suis la preuve vivante. Derek Thompson a essayé de me tuer lors de ma nuit de noces, mais je suis toujours là. Je suis toujours debout. Je me bats toujours. Et je ne vais nulle part. Restez prudents, tout le monde.